C'est sous le soleil du Vaucluse que je vais vous parler de l'Île-de-France. Pas pour une leçon de géographie, mais plutôt pour un cours d'histoire. En octobre 1941, le général de Gaulle signe le décret autorisant la création de la première unité de chasse française libre autonome en Grande-Bretagne, l'escadron 340 Île-de-France. En 2016, cette prestigieuse unité de l'armée de l'air basée à Orange célèbre ses 75 ans d'existence. Du Spitfire au Mirage 2000, des falaises de Douvres à l'Adrar des Ivogas, je vais vous faire découvrir la riche histoire des hommes et femmes de cette belle unité. Le général de Gaulle a allumé une flamme dans le cœur des Français, une lumière au milieu de la nuit. Cette lumière s'est répandue dans les cieux à la création des forces aériennes françaises libres. Ainsi, le 20 octobre 1941, naissait le premier groupe de chasse français autonome en Grande-Bretagne, le groupe de chasse numéro 2 Île-de-France. Hier sur le continent européen, aujourd'hui sur le continent africain, l'escadron de chasse 2-5 Île-de-France combat en opération pour le succès des armes de la France. Hier à Turnhouse, aujourd'hui à Orange depuis 65 ans, l'escadron de chasse 2-5 Île-de-France fait partie de l'ADN de ces plateformes de stationnement. Personnel navigant et non navigant de l'escadron de chasse 2-5 Île-de-France, vous pouvez être fiers du travail accompli. Je suis fier que la performance de l'escadron repose avant tout sur l'engagement, la qualité et l'épanouissement de son personnel. Je suis fier d'être à la tête d'hommes et de femmes qui, par leur abnégation et leur détermination, sont à l'origine des plus belles pages de l'histoire de la chasse française. Bonjour commandant. Bonjour. Merci de nous accorder un peu de temps, je sais que vous êtes un homme très pris en ce moment. L'Île-de-France est née en 1941, vos escadrilles sont presque centenaires, ou sont centenaires, d'ailleurs c'est un peu paradoxal. Comment on explique ce poids des traditions qui est très fort encore aujourd'hui ? Alors c'est vraiment une volonté des aviateurs de conserver, de faire fructifier cet esprit de corps, cet esprit de cohésion très particulier qu'on retrouve dans l'ensemble des armées, certes, mais qui est très fort chez nous
au travers justement du maintien de ces traditions. Et ce paradoxe se veut par, on va dire, la jeunesse de l'armée de l'air. Les escadrilles, effectivement, ces premières guerres mondiales. D'ailleurs, la plupart des escadrilles portent finalement un diminutif d'un nom d'avion, type d'avion de la Première Guerre mondiale. Et puis, il y a eu la Seconde Guerre mondiale avec cette volonté de continuer le combat malgré l'armistice. Ça a été bien sûr tout le défi du général de Gaulle quand il a créé les forces aériennes françaises libres. Et c'est le général Vallin, grand aviateur, qui a on va dire, baptisé les escadrons avec les noms de provinces françaises pour rappeler à tout à chacun que des aviateurs français combattaient pour la victoire finale. De la défense du sol anglais à la reconquête de l'Europe, l'Île-de-France aura effectué plus de 7000 sorties, détruisant ou endommageant 75 avions, déplorant la perte de 38 de ses pilotes. Guerre aérienne à l'ouest. La chasse des forces aériennes françaises en Grande-Bretagne, titulaire de tant de victoires, dans la plus dure des guerres que la France ait jamais menées, s'est couvert, se couvre et se couvrira de gloire pour l'honneur des ailes françaises et pour le service de la patrie. La légende est en marche, le groupe survivra au second conflit mondial. Désormais rattaché à la 5e escadre de chasse, il vole sur P-63 King Cobra et se voit déployer en Indochine à partir de juillet 1949 pour lutter contre le Viet Minh. De retour en France en 1951, affichant près de 4600 missions de guerre supplémentaires au compteur, le groupe prend la dénomination actuelle d'Escadron de chasse 2-5 Île-de-France et pose ses valises sur la base aérienne d'Orange, qu'il ne quittera plus. Sa mission principale devient la défense aérienne des abords méditerranéens du territoire. L'aviation de combat des années 50 entre dans l'ère du réacteur. Le 2-5, unité de première ligne, sera donc doté successivement d'appareils de pointe, adaptés à l'évolution de la menace de l'époque, guerre froide oblige. Dans son inventaire figureront ainsi des appareils comme le Mistral, dérivé du Vampire britannique et construit sous licence en France, qui sera d'ailleurs le dernier aéronef de conception étrangère utilisé par l'unité. Le conflit en Afrique du Nord étant très gourmand en Mistral, la 5 passe sur Dassault Mystère 2C, qu'elle remisera rapidement au profit du Mystère 4A. 1961. Le contexte géopolitique change, il faut s'adapter, d'autant plus que la France a perdu ses bases en Afrique du Nord. Le 2-5 est donc en première ligne pour protéger la façade méditerranéenne. Un intercepteur moderne et puissant lui est donc nécessaire. Cela sera le Super Mystère B2, qu'il gardera peu finalement pour basculer sur Mirage 3C en 1966. Avec sa silhouette incomparable, le chasseur Delta fera entrer son concepteur dans la légende. C'est le premier appareil européen capable de dépasser Mach 2 en palier. Avec son moteur Attard de 6 tonnes de poussée couplé avec un moteur fusée, les pilotes de la 5 découvrent le vol stratosphérique et l'art de manier un avion se comportant comme un immense aérofrein à basse vitesse. Et puis vint le règne du Mirage F1C à partir de 1975. La 5 effectuera avec la Fléchette plus de 55 000 heures de vol jusqu'en 1989. Le F1C 200 étant ravitaillable en vol, le 2-5 devient projetable. L'escadron effectuera de nombreux détachements au Tchad, notamment pendant l'opération Manta en 1983 et l'opération Épervier de 1986 à 1989. L'arrivée du Mirage 2000C RDI propulse la 5e escadre au rang de temple de la chasse. Premier avion européen à commande de vol électrique, le dernier né de la maison d'assaut est agile, souple et puissant. Le 2-5 sera à partir de ce moment-là engagé dans toutes les opérations menées par la France, à commencer par la guerre du Golfe en 1991, le Tchad, la Bosnie, le Kosovo. 1997, l'escadron se voit attribuer une deuxième mission.
la transformation Mirage 2000 de tous les pilotes affectés sur la machine. La toute première pilote de chasse de l'histoire, la regrettée commandante Caroline Aigle, est ainsi passée par là. C'était en 1999. Et c'est encore le 2-5 qui avait la mission de représenter l'armée de l'air au cours des manifestations aériennes estivales avec le fameux solo display jusqu'en 2008. 9G. Et c'est parti. C'est la bonne celle-là, voilà, mets le pied. Top, c'est parti. 2 pouces, c'est allumé. Ça chauffe et ça consomme toujours autant. Tout est éteint. Bon. Attention, on décolle là. Le Mirage 2000, c'est la véritable star, bien sûr, du show aérien. Mirage 2000, le plus bel avion du monde. Il a des courbes très harmonieuses, presque féminines, et pour autant, eh bien, une puissance très brutale et très masculine. En 2016, les missions de l'escadron ont évolué, avant très spécialisées dans la défense aérienne. Aujourd'hui, on peut presque dire que vous êtes multirôle. Alors c'est gentil de me considérer comme multirôle. On essaye de se diversifier. C'est surtout ça qui est important. Effectivement, au départ, on était plus sur la défense aérienne. Cet avion, c'est un avion d'interception. On est engagé notamment dans tout ce qui est posture permanente de sûreté, donc plus vulgairement la police du ciel, ou plus simplement, ce qui est une mission prioritaire pour nous tous. Une mission de transformation au profit de tous les jeunes pilotes Mirage 2000. Donc, ils viennent chez nous pour apprendre les procédures normales et secours, et on les reçoit 6 mois avant qu'ils partent dans leurs escadrons d'affectation. Et enfin, effectivement, on a toute une capacité d'appui-feu, donc des missions air-sol, qui ont été finalement toujours présentes, puisque l'avion est adapté pour le transport de munitions, des bombes, guidées ou non laser, des capacités de tir canon. C'est juste qu'on a un peu basculé notre effort d'entraînement de la côté de défense aérienne vers les missions d'air-sol pour pouvoir justement contribuer aux opérations de la France à l'étranger. Alors sans trop nous en dire, qu'est-ce que vous nous réservez pour la journée anniversaire de l'escadron? On vous prépare beaucoup de choses, évidemment. Je ne vais pas toutes vous les dévoiler. Vous voyez cette livrée magnifique là derrière moi, donc c'est une première surprise, évidemment. Autour, sur un champ plus large, vous avez d'autres avions de d'autres pays. Ce sont nos amis qui viennent nous soutenir. On aura bien sûr tout un panel d'avions français, étrangers, des chasseurs, mais aussi des avions anciens. Et on fera un bond en arrière. Mais pour vous en dire plus, il va falloir vous changer. Pourquoi pas? Je vais essayer de relever le défi, je ne vous garantis rien, mais je vais essayer. Mais avant de profiter des festivités, je vous propose de tout savoir sur l'escadron de chasse de 5 Île-de-France. Regardez. Il est difficile de comprendre comment fonctionne une unité telle que le 2-5, tant le terme escadron est abstrait, ainsi que les missions qui lui sont attribuées. Les hommes et les femmes qui le font vivre sont animés par la même passion, celle de voler bien sûr, mais pas seulement. Le 2-5, unité de première ligne, est en tout premier lieu une fratrie, une confrérie, celle des pilotes de Mirage 2000. Ils sont tous passés par là à différents moments de leur carrière. Ils ont été formés par leurs anciens et forment maintenant les plus jeunes. Le 2-5 n'est pas qu'une étape, c'est un tremplin.
Le jeune pilote devra trouver sa place. Se faire accepter par les anciens, c'est la loi, le prix de la réussite finalement. Suivre le rythme, restituer ce qu'on apprend à la perfection, tenir, persévérer, progresser et recommencer. Un escadron, c'est une meute, c'est-à-dire qu'il y a quand même toujours un peu des rapports bruts. Chacun a une place et la hiérarchie est bien marquée. Et donc au début, on peut sentir un peu, de la part de la meute, un sentiment de rejet. En tout cas, c'est ce que ça fait quand on arrive. Le meilleur moyen de leur donner envie, c'est d'avoir leur adhésion d'eux-mêmes. C'est pas de les forcer. Alors effectivement, ils vont rentrer dans le moule parce qu'il le faut, mais le meilleur moyen, c'est qu'ils le fassent d'eux-mêmes. Voilà. Et de leur donner envie d'adhérer à cette meute. Souvent, quand ils nous posent des questions, on a l'impression que c'est une mise à l'épreuve, mais en fait, c'est vraiment juste pour nous guider sur le bon chemin. Et donc, l'escadron, c'est plus une famille qui un peu taquine, qui est toujours en train d'essayer de voir si on est dans le bon rythme, si on travaille les bonnes choses, mais avec toujours derrière l'envie de nous emmener au meilleur de nous-mêmes. Qu'est-ce que tu peux dire si tu veux merger avec ça? Vas-y, tourne, presse, c'est là. Ouais. Là, non, il est là. Ouais, je sais. Au-dessus. Allez, fais ta BSBFM sur lui à gauche. Parcours de stagiaire au 2.5, on en a entre 4 et 6 mois et le but c'est d'être transformé Mirage 2000. Donc c'est de reprendre tout à zéro en fait avec un nouvel avion. En sortant de Caso où on a fini sur Alpha Jet, on passe ici sur Mirage 2000. Donc on apprend toutes les bases en fait, à le piloter, juste le faire décoller, monter en zone, faire de l'acrobatie. Et après on complexifie un petit peu de la gestion de panne, du vol à 2 avions et ensuite à la fin du combat aérien. Le 2.5, ça évoque bien évidemment, en tant que pilote de Mirage 2000, eh bien, la découverte de la vraie aviation de chasse. Alors on a fait de l'Alpha Jet avant, mais c'est pas pareil, là c'est un avion avec une post-combustion, et ça change tout. Le but, c'est que quand le stagiaire est devant, c'est qu'il découvre et qu'il apprenne de ses erreurs, mais en toute sécurité. Donc qui dit erreur, dit qu'on peut le laisser aller un petit peu plus avant dans sa décision qu'il a prise, même si ce n'est pas la bonne, qui découvre de lui-même et qui corrige, mais l'instructeur est là pour justement le cadrer. Regarde, niveau. Ouais, c'est bon. Le niveau. Pas le hardback. Mais c'est quoi que tu vois? Quand je te dis le niveau, tu me dis je vois, tu continues à descendre. Ce qui est très intéressant dans ce boulot-là, c'est que l'instructeur essaye de s'adapter à son auditoire et trouve les clés et les moyens d'action pour faire comprendre à son stagiaire la chose qu'il lui demande et lui donner les clés pour réussir. Le but, c'est ça. On a vraiment envie de délivrer un savoir, de délivrer un savoir-faire, de délivrer un savoir-être, le savoir-être du pilote de chasse. Il faut que tu sois conscient en début de combat où est ton plancher, où t'en es par rapport à ton plancher, et des manœuvres cohérentes. Ouais. Et pourquoi on tourne à l'extérieur de lui? Pourquoi t'as fait un tout circle là? Non, il n'y avait pas de raison, j'étais low énergie, j'aurais dû tourner comme ça. Ouais, je te confirme. On fait des trucs simples, le lead vecteur vers lui, et on le marque, on le tient, pendant que l'autre va se replacer et tuer. Et on gère notre énergie. Mirage 2000, c'est une sacrée machine. C'est le premier avion qui ne pardonne pas, contrairement quand même à tous les avions écoles qu'on a fait jusqu'à maintenant, où bon, si on s'oubliait un peu sur la manette des gaz ou sur certains paramètres, l'avion nous sortait quand même pas mal de là. Là, c'est le premier avion à commande de vol électrique, donc c'est encore un nouveau monde, c'est pas la même façon de gérer l'énergie. Et ça, voilà, c'est un avion qui donnera absolument tout, et si on fait plus attention, au bout d'un moment, il n'y a plus rien. Et c'est lui qui reprend les commandes. Donc oui. C'est pas évident à appréhender pendant les premiers vols parce que il faut être tout le temps concentré parce que cet avion ne pardonne pas.
garder visuel sur le combat, à gauche. Là. Allez, descends. Descends, voilà. Là, tu peux dire fais-le déjà. Right, 180. On se réunit assez souvent entre nous pour détecter si un tel a un problème dans telle ou telle discipline. Donc ce que je leur dis toujours aux jeunes, c'est que si jamais ils travaillent au sol, on sera toujours là pour les aider, dans la mesure de ce qui nous est fixé par les consignes d'emploi, mais on sera toujours là pour les aider s'ils travaillent. Voilà. Et après, donc effectivement, quand finalement on donne des missions de révision, que malgré ça la personne n'y arrive pas et qu'il y a un échec, ça peut être en transformation initiale, mais ça peut être en entraînement pilote opérationnel ou sous-chef de patrouille. Effectivement, quelque part, on prend un peu pour nous. Le 2-5, c'est une étape. En plus de l'entraînement, j'y retiendrai tous les conseils quand même des instructeurs qui sont quand même des gens très expérimentés et aguerris à la fois en instruction et à la fois en mission extérieure. Hein. Donc c'est quand même des gens qui ont beaucoup de choses à nous apprendre. Et je pense que oui, j'en garderai tous les points particuliers notés sur mes fiches de débriefing où ça s'est terminé. Ouais. Débriefing assez long et ouais. Avec un peu la tour sur la fréquence. Tout au long de sa carrière, un pilote est tout le temps noté, tout le temps apprécié par le reste de l'escadron. Et quand on fait quelque chose de bien, ça se sait. Quand on fait quelque chose de pas bien, ça se sait encore plus. Et donc du coup, il y a tout le monde qui continue de veiller pour qu'on reste, on va dire, sur la bonne pente de progression, qu'on ne se fasse pas avoir par des pièges qui sont classiques, qui sont connus. Donc voilà, que tout le monde partage avec les jeunes pilotes leur expérience pour que je continue de progresser. Et donc d'ici un peu plus d'un an, passer une nouvelle qualif. Donc pour avoir la qualification de sous-chef de patrouille pour pouvoir emmener un autre avion avec moi à la guerre. Donc que ce soit pour des missions de défense aérienne, être leader d'une patrouille de 2 avions ou en assaut conventionnel. Le Niger est depuis le 1er août 2014 membre du G5, une coalition de 5 États dont le Burkina Faso, le Mali, la Mauritanie et le Tchad. L'opération Barkhane découle de ce partenariat. Sa mission principale est la lutte contre les groupes armés terroristes sur l'ensemble des territoires de la bande sahélo-saharienne. La base aérienne 101 de Niamey accueille les forces françaises. Ici, les drones partagent le tarmac avec les C-135 ravitailleurs et un escadron de chasse constitué de 3 Mirage 2000D. Le 2 juillet 2015, un premier détachement de 2 Mirage 2000C du 2-5 prenait place ici, marquant un changement de format du détachement chasse. Ce premier déploiement a ainsi constitué un véritable tournant dans l'histoire de l'Île-de-France. Le Mirage 2000C renouait avec les opérations en Afrique. Sa mission, travailler de concert avec les Mirage 2000D de Nancy pour la partie air-sol, en apportant une plus-value avec ses 2 canons de 30 mm. Le couple 2000D 2000C est complètement cohérent, complémentaire. On peut aider les troupes au sol dans des milieux urbains ou alors sur des véhicules ou des packs où il n'est pas forcément tactiquement intéressant de larguer une bombe. Voilà, une passe canon peut suffire à neutraliser
un véhicule non blindé et du personnel. Je suis persuadé que c'est le couple le plus pertinent pour cette mission d'appui feu en Afrique. C'était typiquement on va faire des missions de mode, voilà. Donc tout le monde n'était pas forcément pas réjoui, les gens ne traînaient pas les pieds. Mais c'est vrai que c'était une révolution culturelle, il n'y a pas d'autre mot. Mais au bout du compte, ça marche, ça se passe très bien à Niamey. Encore une fois, je crois que le brassage des cultures, c'est quelque chose d'extrêmement positif. Les modes ont appris de nous on a appris d'eux sur leur tactique et leurs procédures. Mais ça n'a pas été difficile, tout avait déjà été écrit dans les 30 dernières années, au travers de thèses, au travers de procédures. Il y avait la documentation OTAN, qui cadre bien la délivrance de munitions airsoft. Et puis moi, j'ai pu apporter toutes mes connaissances qui étaient en cartographie numérique, en imagerie satellite, notamment par rapport à l'emploi des tablettes numériques OCAD, qui sont par rapport à l'avionique du Mirage 2000C, qui est un avion quand même d'ancienne génération, qui a été un plus, qui leur a permis de travailler assez facilement, notamment dans l'emploi mixte avec les 2000D à Niamey. Pour en arriver là justement, il a fallu travailler. L'entraînement des pilotes a été réaménagé en intégrant une partie plus conséquente sur les missions air-sol, comme le Close Air Support. Visuellement, notre travail, c'est d'assurer sa sécurité vis-à-vis d'un manpad qui partirait du sol, et là, je gueule flares et il faut qu'il heure. Et là, il va faire son attaque au Cap Nord. Le système d'armes du Mirage 2000C est certes pourvu de capacités air-sol, mais il a fallu réapprendre un nouveau métier, celui de mode. Dépourvu de pod, l'avion doit bénéficier d'une illumination laser réalisée depuis un Mirage 2000D, un drone ou par des équipes au sol. Le pilote doit compiler toutes les informations concernant son objectif, confirmer et reconfirmer les coordonnées du target, s'imprégner de l'environnement autour de la zone visée afin d'effectuer un tir précis, efficace en termes d'effets recherchés et surtout en toute sécurité pour lui et sa patrouille, tout en évitant le moindre dommage collatéral. Bien évidemment, les opérations aériennes ne s'arrêtent pas à la tombée du jour. Délivrer de l'armement air-sol de nuit nécessite le port de jumelles de vision nocturne, ou JVN. Avec cet appareil devant les yeux, la nuit, tous les chats sont verts. Autant dire que cela ne s'improvise pas. La mission de nuit devient encore plus exigeante et nécessite une concentration de tous les instants. C'est un sacré cirque de mener des missions d'assaut dans un univers monochrome par des nuits sans lune, basse altitude, dans un environnement hostile par-dessus le marché. La vie de Mun n'est pas de tourpeau. J'arrive à corréler ce que je vois sur l'image satellite avec ce que je vois en vrai. Et crois-moi qu'en vrai, je vois pas grand-chose en fait. Alors on y va, 10 seconds. Là, le navman, normalement, captured. 15 degrés d'anticipation, on est parti, on part un peu à plat. Hop, on tombe, le mode attaque c'est sélectionné. Laser on, lasing, hop je désigne. Tac, c'est désigné. Et one away, time of flight, 15 seconds. Boum, la bombe elle part. On remonte sur la perche. Et impact. Il y a toujours cette petite chamaillerie, on va dire, entre les bleus qui font le RR et les gros muds qui font le air-sol. Donc moi, j'ai été bercé dans un escadron où la culture est RR, mais néanmoins, on a essayé de m'inculquer des bases air-sol et la formation a changé. En fait, je suis le premier PO de l'escadron qui est tout de suite eu mes labels air-sol. C'est-à-dire que dès l'obtention de ma qualif opérationnelle, je suis capable de faire du air-sol. Jusqu'avant, c'était vraiment que centré sur le RR et c'était ensuite, avec un petit peu d'expérience, on prenait le temps de faire ensuite du air-sol. Donc les mentalités de l'escadron évoluent, mais finalement ça se fait assez bien et on est assez content de pouvoir toucher à tout ça. À nouvelle mission, nouveaux horizons.
Le 2-5 a su relever le challenge en s'adaptant aux nouveaux défis posés par un engagement en constante évolution. Tous ceux de l'Île-de-France, grâce à leur professionnalisme, leur persévérance et leur motivation sans faille, ont su, à l'image de leurs anciens, porter haut les couleurs de l'armée de l'air. En 2 mots, faire face. Copy, we are turning 160 in place. Base aérienne 115, capitaine de Seine. À mon commandement, garde à vous. Au drapeau. Ah, chasse-bordel, ouais. La meute, la chasse et la liberté. On peut que être fier d'être 2-5. Et les opérations actuelles le prouvent, on va être capable encore d'écrire de belles pages d'histoire pour le Grand 2-5 Île-de-France. Et vive le Grand 2-5 Île-de-France, voilà. Officiers, sous-officiers, militaires du rang de l'escadron de chasse 2-5 Île-de-France. Comme vos glorieux anciens, c'est avec la même détermination, le même courage et la même abnégation que vous continuerez d'écrire de belles pages de l'histoire de notre armée de l'air. Hier comme aujourd'hui, vous faites honneur aux ailes françaises pour le succès des armes de la France. Commandant, défi relevé malgré une météo un peu nuageuse. Alors je vois ça et je vous en félicite. C'est un plaisir de vous retrouver dans cette tenue, dans ce camp d'aviation magnifique. Et je crois que tous les ingrédients sont réunis. On a cette météo qui correspond à la création de l'escadron en 1941. Donc c'est le ciel anglais, c'est parfait. Une journée presque parfaite? Presque parfaite ou parfaite. Je crois que tous nos amis sont présents, nos invités sont ravis. On a ouvert la journée avec une cérémonie pleine d'émotions. On a des amis, des soutiens qui sont venus créer cette atmosphère très particulière de camp d'aviation, voilà, de faire un bond de plusieurs décennies en arrière, de 75 ans, si j'ose dire, et de faire un retour vers le futur. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Qu'est-ce qu'on peut souhaiter aux 2-5 Île-de-France? Alors, ce qu'on peut souhaiter aux 2-5 Île-de-France, c'est se donner rendez-vous dans 25 ans pour fêter les 100 ans
du grand escadron de chasse 2-5 Île-de-France. Écoutez, je prends note. Merci en tout cas pour votre accueil très chaleureux et merci à vous de nous avoir suivis. Rendez-vous très prochainement pour de belles nouvelles aventures.